Les conseils de lecture d'un auteur et d'un libraire qui vont vous permettre de faire une moisson de livres à lire le jour, le soir, le matin, la nuit, quand vous voulez. Ben, c'est le concept de cette émission avec Bénédicte Sainte-Marie, bonjour. Bonjour Patrice. Alors vous êtes auteur et journaliste. Toujours. Et puis vous êtes venu avec 5 livres, non 6 peut-être. 5 livres, Cinq ma livres, petite moisson. Voilà. Petite moisson. Voilà. Et Sylvain Gédrézac, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour Bénédicte. Vous êtes libraire à la librairie du Canal. Le pavé du canal. Oui. Eh oui, Oui, le pavé du canal, tout va bien. Autant dire le bon titre. Voilà. à Saint-Quentin. Et vous aussi, hein, vous lisez tout ce qui vous arrive ou Non, on vous peut faites pas. des choix? On peut pas. quand Je sais pas, il même. doit y avoir au moins une centaine de livres qui sortent tous les jours. Tous les jours. Ah mais oui, non mais c'est énorme. Vous les achetez pas tous? Non. Et on les reçoit pas tous gratuitement. Voilà. On en reçoit, Non. faut pas le dire, c'est un secret hein, pour les gens, ils vont être jaloux. Mais on reçoit plein de livres gratuits. Mais on peut pas tous les lire. Donc on se partage le travail avec les collègues. Vous êtes 12 On est 12 libraires, libraires. ouais, tout hein, à fait, ouais. Voilà. Donc, c'est ce Donc qui permet, littérature, sciences humaines, Absolument. BD, etc., etc. Manga, très important. on commence par votre premier conseil, si vous êtes d'accord. Oui, alors c'est un conseil C'est un livre que j'ai lecture. envie de lire. Oui, Absolument. alors voilà, c'est un gros succès. Ouais. Il y a beaucoup de presse, hein, comme on dit. C'est un livre pour les gens qui aiment l'histoire, mais qui aiment aussi les histoires, et surtout les histoires un petit peu personnelles, les histoires un petit peu truculentes. Le barman du Ritz, c'est génial, c'est mon gros coup de cœur. Alors de quoi ça parle ? C'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'en a jamais fini avec la Seconde Guerre mondiale. On a énormément de livres qui sortent sur cette période historique. C'est vrai que ça passionne tout le monde. Ça fait quand même... Là, on va fêter les 80 ans du débarquement. Tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement, on a des témoignages d'anciens résistants. Il y avait le livre de Robert Birenbaum, je ne sais pas si vous l'avez... Absolument que j'ai lu. Non, C'était absolument passionnant. Formidable. Il y a eu le témoignage de Ginette Kolinka, Oui, qui est la revenu mère, de Birkano, qui est le Birkano du batteur de téléphone, téléphone, voilà, qui a sorti un livre absolument passionnant cette année. Il y a la zone d'intérêt à Cannes, là. Le festival vient de Formidable commencer. film. L'année dernière, la zone d'intérêt n'a pas eu la Palme d'Or, mais on n'était pas loin. Donc voilà, c'est une période qui nous passionne parce qu'elle nous raconte des histoires d'hommes, de femmes. Il y a aussi d'autres personnages dont on parle pas C'est une souvent. période noire. hein, C'est une la période fin de noire. l'histoire. C'est une période où tout le monde se demande. Tout on s'est l'a pas mélangé vécu. un petit peu. Qu'est-ce Il y qu'on avait, aurait fait Qu'est-ce qu'on aurait fait pour- Voilà, il y avait la Il y a aussi cette- délation, il y avait les collabos, il y avait Absolument. les résistants, il y avait les gens qui étaient un petit peu au milieu. Et puis, la plupart étaient un peu au milieu, faut bien dire. Voilà, Hein et puis il y a aussi malheureusement les gens qui ont été déportés. Enfin voilà, c'est un puits sans fond. On parle pas souvent de l'architecture, on parle pas souvent des bâtiments, mais les bâtiments ont marqué Très cette guerre. important. Regardez par exemple Vichy. Le maréchal Pétain a choisi Oui, Vichy l'hôtel. parce que c'était Parc, dans oui. la zone libre et c'était une ville où il y avait Il énormément y avait des d'hôtels. hôtels. Voilà, ça ressemblait à des hôtels un petit peu chics. Oui, absolument. Ça ressemblait à Non, un il fallait petit Paris. loger tout un gouvernement, Tous les ministères, etc. tu vois. À Paris, les grands hôtels aussi ont une histoire liée à la Seconde Guerre mondiale. Il y a notamment le Meurice, Oui, alors, sur la rue de Rivoli, là, il y devant avait les Allemands. Hein. les Tuileries, où il y avait le gouverneur de Paris, absolument. von Scholtis, qui a refusé, hein, la légende dit, parce qu'on n'est pas sûr que ce Oui, soit de historiquement, détruire Paris. Voilà, le Paris le brûle. Führer lui a dit Ouais. Paris brûle-t-il. Paris brûle-t-il, Donc voilà. lui a pris la décision de ne pas détruire Ouais, absolument. Paris. Donc ça, le Meurice porte cette empreinte, cette histoire en lui. Il y a le Ritz. Alors Il y le a le Ritz, Ritz. c'est pas très loin, le Ritz. C'est Place Place Vendôme. Vendôme, c'est juste à côté de la rue de Rivoli. C'est un hôtel qui est un grand hôtel depuis la fin du 19e. Il s'avère que pendant la Il y a guerre, un bar qui a un nom d'écrivain. alors voilà, avant la guerre, Hemingway, Hemingway. a été avec la génération perdue, a tenu ce bar du côté de Oui. l'autre côté du comptoir en tant que Il s'était essayé de consommateur. se tenir, en tout cas. Il a inventé des cocktails, etc. Absolument. Qu'on appelle un pilier de bar. Oui. Alors voilà. Oui, Donc absolument. c'était vraiment un lieu emblématique et c'est vrai que les nazis, les SS, etc., les dignitaires nazis ont choisi ce bar comme QG. Donc c'était un bar qui était un petit peu emblématique et surtout qui sortait du lot. C'était peut-être le seul bar à Paris qui ouvrait 24 heures sur 24, Et qui était ouvert, ouvert hein. à tout le monde. Enfin à tout le monde, les dignitaires Tous nazis, les Allemands, mais ouais. aussi les collabos. On croise... alors, je vais pas le qualifier de collabo, mais on croise des artistes qui ont
peut-être un peu fricotés. On pense à Arletty, on pense à Sacha Guitry. Tout ça, ce sont des personnages qu'on Vous connaissez le retrouve. mot d'Arletty? Oui, on l'a je suis accusé. très peu résistante, c'est ça? Ah oui, non, mais- mon- non. mes fesses sont internationales, c'est Il ça? y avait ça, et il y avait, quand on l'a accusé d'avoir fricoté avec les Allemands, Ouais. elle a dit, fallait pas les laisser entrer. Voilà. Bon. Donc on retrouve un petit peu tous ces personnages et on retrouve surtout là, au centre de ce roman, Ce barman. au centre du bar du Ritz, Frank Meyer. Frank Meyer, c'était une star à l'époque. Star des barman. Alors, hein, pas dans la population, Non, non, évidemment. parmi mais en les tout cas, barman. parmi les gens... les gens du métier, quoi. Puis les gens qui avaient de l'argent, qui pouvaient se Oui. payer des grands hôtels. Frank Meyer était véritablement une star. Il s'était formé aux États-Unis. Il était arrivé d'Autriche. Il avait combattu les Allemands en France, puisqu'il avait été du côté des Français pendant 14. la Première Guerre mondiale. Après, donc, il va et réalise son rêve. Il traverse l'Atlantique. Et donc, il va à New York pour apprendre son métier. Il devient le meilleur. Il arrive en 1921 en France, au Ritz. Et d'ailleurs, il est naturalisé français à cette époque-là, en 1921, pour service rendu à la population. Donc, il est au milieu de ce Ritz. Il doit composer, alors il compose des cocktails, il doit aussi composer avec, Avec les Allemands. toute la faune, entre guillemets, de l'époque. Il est juif. Et voilà. Hein Détail Pardon, j'ai important, été un peu vite. non, détail important, ce barman est juif Voilà. et il est entouré de nazis. Certains le savent, certains ne le savent pas. Enfin, beaucoup ne le savent pas. Il a un petit apprenti qui est juif, lui aussi, qui est très jeune. Je parle souvent mais je crois qu'il n'a pas été circoncis. Alors, ouais, je crois, ouais, tout à fait. Alors ça, c'est évoqué juste une fois très rapidement, parce qu'effectivement, il aurait pu prouver Oui. avec ce subterfuge c'est important. qu'il était effectivement Cette pas période-là. juif. Bon. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est un roman. Oui, Donc, c'est un oui. Parce que ouvrage Philippe Collin, historique. il faut Alors, Philippe Collin est Collin un historien. Hein, Il est un historien, un journaliste sur France Inter, absolument. on l'entend Il fait des beaucoup. podcasts formidables. Il fait des podcasts absolument géniaux. Il a fait un livre sur Léon Blum, on le connaît bien hein, dans les Yvelines, puisqu'il Oui, est il y a la joué maison. en Josas. Il est enterré à jouer en Josas d'ailleurs. Oui, je puis il y a crois. sa maison. Et il y a sa maison, d'accord. Donc il fait vraiment des choses passionnantes, un peu comme son alter ego qui s'appelle Xavier Mauduit, qui est aussi un Absolument. historien Oui, oui. sur France Culture le matin. Ils faisaient une émission ensemble. Voilà, à un ils moment, ont travaillé Maudieu, sur Maudieu, France Inter Collin, il y a quelques années ensemble. Donc c'est basé sur des faits historiques avec des personnages qui ont vraiment existé, mais il y a aussi des personnages fictifs qui permettent de donner du corps un petit peu à cette histoire. Mais voilà, la majorité des personnages, je pense à Ernst Jünger, qui est un grand écrivain, ouais. allemand qui était là au Ritz pendant la guerre. Il y a Otto von Stupnagel, je prononce mal, c'est clair, j'ai pas fait d'allemand, qui était le commandant en chef des troupes d'occupation, qui était là aussi, il se passe plein de choses. Il y a le directeur du Ritz, il y a sa femme qui est une résistante dans l'âme, alors qu'elle est femme du directeur du Ritz qui doit composer lui aussi. Donc elle aussi prend des décisions, elle agit en fonction de ses vraies valeurs. C'est absolument passionnant. Je vous conseille aussi de vous plonger. Alors celui-là, il est génial. C'est une réédition toujours chez Albin Michel, à l'occasion du barman du Ritz. Il nous propose le livre de Frank Meyer qui est sorti en 1936. Ah, d'accord. Et c'est vraiment ses meilleurs cocktails c'est qu'on génial. retrouve. Il n'y a pas de photos, on reste vraiment dans l'ambiance 1936, belle époque, etc. C'est par le barman légendaire du Ritz et c'est un complément absolument génial. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup de cocktails dedans. On a un petit peu l'eau à la bouche, même s'il faut rester modéré. On boit avec modération. Mais vraiment, on a vraiment envie d'y aller. On a envie de pousser la porte du Ritz. Moi, je ne l'ai jamais fait personnellement. Je vais peut-être le faire. Je sais pas faut comment y je serais aller, reçu. faut aller Vous connaissez peut-être Patrice. Oui. Et, Ouais, et Barry Sylvain, Hemingway, est-ce que vous considérez que le Ritz est un personnage en lui-même? Oui. Parce que moi, les murs, les lieux me parlent beaucoup. Tout à fait, c'est un personnage à part entière. C'est ça. L'histoire n'aurait pas été possible sans Frank Oui, il Meyer, faut que ça soit, ce barman que juif. ça soit aussi en un plus. lieu emblématique, parce que sinon... Et le Ritz, si vous voulez, c'était un modèle réduit de la Seconde Guerre mondiale, Absolument. de ce qui se passait à Paris. En tout cas, il y avait les délateurs, il y avait les faux semblants, Oui. il y avait les gens Et qui est-ce devaient que- composer avec parmi cette les Allemands qui situation. fréquentent le Ritz, il y en a qui cherchent à savoir s'il est juif ou pas, non? Oui, à un moment, on va essayer de le mettre un peu De sur mettre la un brèche. voilà. Il est un petit peu sur le fil. Et lui est sur le fil pendant Pas mal de toute temps. l'occupation, quoi. Et puis il y a le suspense est là aussi. Nous, en tant que lecteurs, Oui, on se c'est dit ça. bon, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Bon, On dit pas. on n'en dit pas Non, plus. non. Sachez juste qu'il est décédé en 1949 et qu'il était là
le 25 août 1944, le jour de la libération de Paris. Il a vu en fait débarquer dans son bar. Lui, il était à son comptoir, il n'a pas voulu sortir, il était à son poste. Il a vu débarquer Hemingway, qui est arrivé le 25 août 1944, et ça c'est véridique, c'est historique, dans son bar, et qui lui a commandé un Blue Mary ou je sais pas quoi. En tout cas, il lui a commandé Bloody Mary, ouais. Il lui a commandé quelque chose d'un peu alcoolisé. En tout cas, il était là, il est resté un petit peu, mais c'est vrai qu'il est décédé il y a pas mal de temps, en 1949, et quelque part, c'est un héros, puisqu'il s'est très bien comporté pendant la guerre. Et c'est un transfuge de classe, en plus on en parle un petit peu, puisqu'il est parti de l'Autriche, il était relativement pauvre, il a été aux États-Unis, il est revenu en France, il a fait fortune, et c'est devenu une figure de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est Philippe Collin, le barman du Ritz, c'est chez Albin Michel, et l'art du cocktail. C'est toujours chez Albin Michel, toujours. Voilà, très bien. Super. Bravo, merci. Bénédicte, alors, un titre un peu particulier, Bobby Nasbrock. Oui, je vais vous éclairer. De Paul Cluzet. Voilà. D'abord, je voulais vous demander si ce nom vous évoquait quelque chose ou pas. Nasbrock, ça veut dire n'importe quoi. Non, le nom de l'auteur. Ah, Cluzet. Cluzet, je connais, il y a un Cluzet, il y a un Cluzet. Et voilà. C'est son frère. Vous avez visé juste, c'est le fils fait, de François Cluzet et de Marie Trintignant, en fait. Voilà, et il a choisi de s'aventurer dans un autre registre que ses parents, et donc je crois que c'est une envie qui nourrissait depuis longtemps. Je pense que c'est une œuvre C'est son premier roman. Ouais, il est en 88, donc il a 35 ans, bientôt 36 je pense. Et voilà, donc c'est son premier roman, et moi j'ai succombé à la poésie de ce livre, parce que l'idée qui construit ce livre, elle est assez géniale. On se demande toujours si l'enfant qu'on était, la petite fille, le petit garçon qu'on était, considère qu'on l'a trahi ou pas. Est-ce que les rêves La promesse de l'aube, comme disait. Voilà, oui, là c'est la vie nous fait des promesses qu'elle ne tient pas, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de savoir si l'enfant qu'on était, là Bobby Nasbrock, en fait, c'est l'avatar de Robert Nerer, qui est le héros de ce livre, en fait. C'est lui, mais à 12 ans, en fait. Et donc, quand vous dites l'avatar, ça se passe dans un monde virtuel? Non. C'est-à-dire que, en fait, Robert Nerer, qui est le héros de ce livre, c'est un bon à rien. Moi, j'aime bien les bons à rien. Je vous présenterai un bon à rien par émission. En fait, il chôme. Enfin, il a pas vraiment de métier. Il a eu un accident du travail qui a fait qu'il a été amputé du petit doigt. Du coup, il se cache derrière ce petit doigt pour ne rien faire de sa vie. Et il prend cuite sur cuite. Il est alcoolisé un peu en permanence. Et ces périodes éthyliques font que ce double de lui-même à 12 ans lui apparaît. Et c'est pas un mauvais génie, ce Bobby. Voilà, Robert Bobby. Il va le pousser en fait à affronter sa vie, à ne plus avoir peur de tout, plus fuir les gens et tout. Voilà, il va le confronter à ce qu'il était autrefois. Et voilà, et du coup, petit à petit, en fait, ce Bobby Nasbrock, c'est à la fois une sorte de Jiminy Cricket, comme ça, qui est sur son épaule, et un agent provocateur, en fait. Et petit à petit, grâce... Un ange gardien, un peu. Voilà, c'est ça. Et grâce à ces apparitions de Bobby Nasbrock, il va prendre les devants, il va oser aborder une jeune fille dont il rêve depuis longtemps. Il va faire un séjour en cure de désintoxication. Il va enfin prendre sa vie en main. Et voilà, ça raconte des choses assez ordinaires, contrairement à ce que dépeignait Sylvain, voilà. Mais c'est touchant. Voilà, c'est touchant, parce que on verra à la fin du livre qu'il fait un sacrifice d'amour extraordinaire, lui qui était un pleutre, une sorte d'incapable, et il fera un geste suprême d'amour à la fin du livre, et il va devenir une sorte de héros.
ordinaire, mais une sorte de héros. Et ça a l'air assez drôle. Ah oui, c'est drôle parce que voilà. les dialogues entre les deux sont assez truculents. Le livre qui s'appelle Bobina's Brock. Voilà, ils se cherchent beaucoup, quoi, tous les deux. C'est une découverte aussi, la découverte d'un nouveau romancier qui ira loin. On lui souhaite, en tout cas, c'est assez prometteur. Et c'est mélancolique, c'est drôle, et voilà, c'est. Ça vous a touché. Voilà. Bobina's Brock, Paul Cluzet, c'est chez Grasset. Absolument. On continue avec vous. Ouais, moi j'ai passé un très bon week-end. Vous m'avez pas posé la question. Je vous réponds, j'ai passé un très bon week-end. Moi aussi, mais je ne regarde pas. Et à un moment, j'étais à la campagne, j'ai vu un cheval qui galopait de façon immobile et qui s'est transformé en espèce de Pac-Man. Ouais. Voilà. Oui. J'avais rien pris. Non, pas du tout. Vous êtes un copain de. Pas du tout. De bamboche, je regardais les nuages. Et qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? On voit des nuages. Et les nuages, parfois, ont des formes. Parfois même, on n'a même pas besoin de se forcer. On pas des nuages de fumée. Hein, donc on est non, des vrais nuages, des cumulonimbus, des stratus, qui ont des formes. Ça a un nom, ça s'appelle les pareidolie. Pareidolie. C'est les formes qu'on imagine dans le ciel. Luc Michel Foissier, qui est un jeune auteur qui a édité des livres personnellement que j'adore, publie chez Julliard Cumulonimbus. Il part de ça. En fait, son héroïne... c'est un roman? C'est un roman, tout à fait. Ouais. Son héroïne... sur les cumulonimbus. Ah non, rien à voir. Alors en fait, son héroïne est une photographe qui va publier un livre sur les pareidolies. C'est vrai que c'est un sujet plutôt sympa. Moi, j'ai jamais vu de livre là-dessus. C'est plutôt original. Donc, elle part un petit peu, à la campagne. On la voit sur les bords de Loire. Elle va jusque dans le Cantal en Auvergne. Donc voilà, son but, c'est de travailler là-dessus. Entre-temps, elle croise pas mal de personnages qui sont assez truculents. Et en fait, elle se trimballe un drame aussi. Elle se trimballe pas juste l'appareil photo. Elle est dans une période très dure, puisque sa fille, adolescente, vient de disparaître. Enfin, a disparu quelques semaines avant. Que s'est-il passé? Où est-elle? On ne sait pas. Elle a juste retrouvé, elle a son compte Instagram. Elle regarde les dernières photos qui commencent à dater un petit peu. L'une des dernières photos est un petit peu bizarre. La jeune fille est dans une mauvaise posture. La police avance pas bien sur l'enquête. Donc elle part à sa recherche tout en travaillant, parce qu'elle est bien obligée de travailler, tout en faisant son livre. Donc on est vraiment dans une poésie. C'est pas du tout un polar. Non, c'est pas du tout un polar. On est dans la tête de cette photographe. On est de façon subjective dans son regard. Elle croise des pêcheurs au bord de la rivière qui pêchent pas grand-chose. Donc c'est pareil, c'est des gens qui sont en quête de quelque chose. C'est impalpable. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça mord? Est-ce que ça mord pas? Et puis les nuages, elle se raccroche tout le temps aux nuages. Ouais. Voilà, c'est super, c'est très 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 poétique. Très poétique. C'est chez Julliard. Alors Luc Michel Foissier a publié pas mal de romans. Pantoufles. Alors, les pantoufles, voilà. On a à l'antenne, je crois, il est sorti chez Folio. Donc, c'est la première fois que son livre, un de ses livres sortait chez Folio. Donc, ça montre, voilà, le succès. Ouais. Les pantoufles, c'est super. C'est un petit peu plus drôle, moins poétique. Quoique, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus subversif dans la vie que de sortir dans la rue, être enfermé dehors en chaussons? C'est ce qui arrive au héros qui se retrouve enfermé dehors, il peut plus rentrer chez lui, il n'a pas les clés, avec des chaussons. Il doit aller bosser, donc il va bosser. Donc là, le regard évidemment des gens, tout change, quoi. Tout est chamboulé. On peut être pris pour quelqu'un de complètement fou. Oui. On peut être pris pour quelqu'un de très novateur, de très disruptif, quelqu'un de très original, etc. Oui. Donc il y en a qui prennent ça bien, d'autres qui prennent ça pas bien. Sa patronne, alors il arrive, il y a une grande réunion. Sa supérieure trouve ça plutôt sympa. Donc, c'est du Friday Wear. Voilà. Alors là, oui. C'est une idée. C'est les collègues sont pas forcément du même avis que la patronne qui est plutôt agréablement surprise. Il va à une soirée aussi avec les pantoufles. Finalement, il y prend goût. Il trouve que finalement, et même il pourrait quelque part aller s'acheter des chaussures. Non. Il garde ses pantoufles. Il assume ses pantoufles. C'est drôle. La moustache de Carrère. Oui, il y a un petit peu de ça. Et d'ailleurs, je crois que la moustache avait été adaptée au cinéma. Au cinéma, absolument. Moi, je rêverais d'une adaptation. Je verrais bien François Morel, évidemment.
je verrais dans le rôle, parce qu'il y a un côté tête en l'air, et quelqu'un qui va au bout et qui prend ce qui se passe dans la vie, qui reste positif et qui avance. Vous allez voir, c'est drôle. Il y a beaucoup. Alors, on en a parlé dans une autre émission. Moi, j'adore Philippe Jaénada. Il y a un petit côté Philippe Jaénada chez Luc Michel Foissier. Il fait des digressions. Alors, des digressions, l'esprit d'escalier. Et c'est, il y a des parenthèses. Moi, j'adore les parenthèses. Elles sont un petit peu plus courtes. Parce que le but, c'est pas de faire plus long que il y a 3 ou 4 pages. Voilà, c'est le Proust, et justement, dans le dernier Jaénada, il n'y en avait pas assez à mon goût. Voilà, il change un petit peu de méthode, peut-être. Luc Michel Foissier. Je verrais bien aussi Eric Elmosnino dans le rôle du héros sur les pantoufles. Donc, je vous conseille. C'est deux choses différentes. C'est bien parce que c'est le fait de se faire des références à des acteurs de cinéma, ça donne une idée. Donc François Morel, c'est vraiment génial. Pas Pierre Richard, parce que c'est pas non plus quelqu'un qui est trop maladroit. Mais quelqu'un qui est un petit peu dans la lune, évidemment. Et en fait, c'est un héros. Réussir à tenir la dragée haute à tous les gens qui nous regardent comme ça avec des pantoufles, il faut avoir le cran. Et Cumulonimbus, c'est très très bien, puisqu'à la fin que je ne vais pas dévoiler évidemment, je défie quiconque de laisser tomber ce livre. On le commence, on le finit. Avec de la poésie, ce qui est quand même plutôt agréable. La couverture est sublime. Elle est magnifique. Alors, une information importante, Patrice, le 1er juin, Luc Michel Foissier sera au pavé du Canal à 16h, donc venez, pas d'inscription, vous venez. C'est un samedi le samedi 1er juin à 16h. Donc on discutera de son livre, de ses livres, et puis il y aura une dédicace évidemment, toujours comme le veut la tradition. Le fiancé de Russie. Oui. Alors, le titre exact, c'est 1812. Voilà, le fiancé de Russie. Alors là, on est dans un répertoire complètement différent, celui du polar historique. Et je ne sais pas si vous connaissez l'autrice de ce livre. Non, Anne Villemont, elle a reçu le prix Historia et le prix Littré pour certains de ses précédents opus. Et alors, ce que j'aime chez cette écrivaine, c'est qu'en fait, elle situe tous ses livres en Lorraine, qui est une région chère à mon cœur, en fait, et qu'elle a l'art de faire revivre à travers ses livres, les lieux, les époques et tout. Et donc, dans ce livre-là, on retrouve son héroïne de La nuit de la sage-femme. Je ne sais pas si vous l'avez... ça me dit quelque chose. Oui, voilà. Et donc, on est donc, comme la couverture l'indique, en 1812, Napoléon honore de sa présence la belle ville de Metz. Voilà, je ne saurais trop vous recommander vous ne savez pas ce que vous loupez. Il y a le musée Beaubourg. Pompidou, voilà. Et donc, Pompidou, oui. Donc Napoléon honore de sa présence la ville de Metz avec sa deuxième épouse, Marie-Louise d'Autriche. Et en fait, il y a un garde d'honneur de l'armée napoléonienne. Les gardes d'honneur de l'armée napoléonienne, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est des effectifs qui ont été mobilisés en surnombre parce que les soldats étaient très occupés. Voilà. Et donc, Napoléon, là, au moment où il vient à Metz, il s'apprête à s'embarquer dans la campagne de Russie dont on sait qu'elle ne s'avérera pas très concluante. Et au moment où il est là avec sa femme, il y a donc ce jeune garde qui est assassiné. Et il se trouve qu'au premier rang des suspects, c'est un élève de l'école d'artillerie qui part faire la campagne de Russie avec Napoléon. Donc sur le champ de bataille, il se distinguera comme un héros, mais il a cette espèce de casserole qui Est-ce que c'est lui qui a tué ? Voilà, est-ce que c'est lui qui a tué ? Et donc, Victoire Montfort, qui est l'héroïne de ce livre, qui est sage-femme, mais qui est aussi enquêtrice, car femme de commissaire, elle va aider donc Pauline, qui est la fiancée de la victime, et Bertie, qui est celle du présumé coupable, à faire la lumière sur cette étrange affaire. Qui a tué ?
voilà, qui a tué? Est-ce le héros? Le héros est-il voilà, est-il un sale type? Et donc, comme d'habitude chez cette autrice, que vraiment, moi, je vous recommande chaudement, le style, il est fluide, sensible, élégant, et donc, c'est... Et ça, c'est en 10-18, hein? En 10-18, voilà, oui, parce que 10-18 Ouais. fait aussi des grands formats. Et voilà, c'est même, je recommande ça même aux ados, c'est vraiment une plume... C'est amusant de dire 10-18 fait des grands formats, alors. Voilà, oui, voilà. 10-18, ça vient de... Voilà, bah oui. 10 cm sur 18. Voilà, donc je vous Très le bien. conseille. Parfait. Sylvain, imaginez demain. Ouais, on va imaginer, alors 2024, hein, on voit bien le réchauffement climatique, voilà. Imaginez Paris, 50 ans en Yvelines, en 2124, dans 100 ans. Donc on n'en parlera peut-être pas sur TV Ça existera 78 en peut-être plus, direct, ça y est. mais Moins qu'on se fasse cryogéniser, mais... voilà. Donc à quoi ressemblera le paysage, les rivières, les mers, les villes, les campagnes Et on d'aujourd'hui? peut imaginer 100 ans, dans 100 ans, quoi. Dans 100 ans, ça paraît très peu 100 ans, mais en fait, il va C'est se passer. compliqué, hein, parce qu'il va des se passer, choses, oui, ça va y avoir des bouleversements dans tous les... Regardez ce qui se passe depuis 1976, Ouais, la c'est première incroyable. canicule, alors que c'était il y a même pas 50 ans. Imaginez demain, c'est de Julien Dupont qui a pris un pseudonyme qui s'appelle Cobry. Et en fait, pendant le confinement de 2020, il avait fait des cartes. Il fait des cartes à l'aquarelle. Vous savez, dans les journaux, il y a toujours oui, des absolument. cartographistes. Je crois qu'on dit comme ça. C'est toujours Oui, important. Le dessous des cartes sur Arte, c'est quelque chose, une Oui, une émission émission, qui de cartonne. Parce géopolitique, qu'on oui. apprend énormément de choses en Faut regardant regarder. des... Comment? C'est vrai qu'il faut regarder les cartes. Voilà, et on apprend beaucoup de choses. énormément Il y a beaucoup de choses La aussi géographie, qui n'est pas dites, qui ne sont pas dites. Absolument. Il y a des blancs sur les cartes souvent. Ouais. Et souvent, c'est assez politique. Donc là, Oui. Cobry a imaginé des scénarios possibles. Par exemple, le premier, dans le deuxième, parce que c'est vraiment mon préféré. Il imagine, comme en 1910, vous savez, à Paris, en 1910, il y a eu des inondations ouais. absolument effroyables au mois de janvier. Ben, il imagine qu'à la fin du 21e siècle, donc dans quelques années, ben, les inondations reprennent de plus belle, quelque chose d'un petit peu plus grave. Il imagine qu'à Paris, la Seine devienne une mer intérieure. Donc il Il y a imagine eu la mer en les temps il y a très longtemps. préhistoriques, il y a eu la Mais là, mer. 2124, c'est dans 100 ans, Ouais. c'est très Ouais. peu à l'échelle de En la planète. principe, on pensait que les inondations et les crues étaient centenaires. Donc, Centenale. En fait, c'est 1920. après, a priori, il y On en en a attendait une une qui dans les peut années 2010, mais qui n'a pas eu vraiment lieu. Non, parce qu'il y a des choses qui ont été organisées, il y a des choses qui ont été faites, on imagine. Là, on imagine vraiment Là, c'est vraiment un changement climatique Oui, de oui. taille, mais qui n'est pas un scénario catastrophe, Ouais, qui est un qui scénario est possible. plausible. Oui. Donc là, Dans il les imagine scénarios la qu'il carte. imagine, tout est possible. Tout est possible. D'accord. Voilà. Donc évidemment, C'est je pense important, ouais, qu'il s'est disons. trompé sur beaucoup de choses, mais c'est quand même pas totalement ça délirant. pourrait arriver. Voilà. Donc là, on imagine la carte de Paris, évidemment, c'est absolument effroyable. Mais la carte est très jolie, avec le Moulin Rouge, vous voyez, qui a perdu ses ailes d'ailleurs, qui Mais est il au les a perdus il pied, n'y a pas longtemps déjà. au pied de Montmartre, C'est une prémonition. au pied de Montmartre, qui sort de l'eau, Montmartre. Vous voyez les lilas, etc. en Oui, banlieue. parce que jusqu'à- Montparnasse sort de l'eau. On a l'île du Luxembourg. On Ouais. a la butte aux Cailles, parce que c'est du relief. Mais tout le reste, la tour Eiffel sort un petit peu le bout de son nez, évidemment. Mais tout le reste est plongé. Oui, c'est une grosse inondation. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que c'est des collines, Paris, enfin, comme toutes Ouais, les villes. voilà, ouais. Et donc, c'est vrai que Montmartre était épargné. Enfin, Voilà. Donc Mais là, on imagine ça. Les cartes sont très belles. C'est vraiment mais c'est un des ouvrage aquarelles. scientifique ou. C'est un ouvrage scientifique. Scientifique, On oui. mélange le scientifique et l'art Des graphique. possibilités. Et puis le délire, quelque part, le délire de l'artiste D'accord. qui imagine Oui, c'est les à la fois scénarios. artistique et scientifique. Le scénario du pire, ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, lui, Cobry, est un scientifique et un artiste. D'accord. On imagine. Alors, il fait des comparaisons aussi entre ce qui se passe dans certaines régions du monde aujourd'hui en 2024 et ce qui pourrait se passer en France en 2124. Comme par exemple cette petite île. Ça, c'est une île qui se trouve à quelques kilomètres des côtes de la Birmanie. C'est la dernière île au monde où les habitants sont des autochtones et ils restent entre eux. Ils ne connaissent rien de notre monde à nous. Ils ont placé des sentinelles tout autour. C'est vrai ça. Oui. Ça existe tout à Mais fait. il y a eu un roman, me semble-t-il, chez Gallimard, Ah, sur c'est l'île de la possible. Sentinelle. Ouais. C'est
une île qui s'appelle North Sentinel, raison, ouais. qui est entre la Birmanie et l'Inde. Et en fait, si vous vous approchez, eh bien, vous risquez fort de vous prendre une Vous n'êtes pas en flèche vacances, quoi. dans l'épaule, dans le cœur. Donc, ça existe encore aujourd'hui. Alors, en 2024, on ne le sait pas forcément. Et Caubry imagine à peu près le même scénario sur l'île d'Oléron en 2124, des gardes avec le pont qui s'écroule, les touristes qui sont bloqués sur l'île, qui prennent le côté est ou ouest, et les autochtones, les vrais Iliens de l'île d'Oléron, qui prennent l'autre côté de l'île. Et on imagine, pourquoi pas, on voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Oui. Actuellement, il faudrait être à quelle altitude pour en réchapper? Ah, je sais pas, ça, ils disent pas du tout. En tout cas, il peut y avoir un chamboulement politique aussi, puisque l'île décide il est de se probable couper. que les changements climatiques vont entraîner des changements politiques. Voilà. Et imaginons des sentinelles installées sur l'île d'Oléron. C'est vraiment très très bien, c'est beau. On apprend plein de choses. Il y a des scénarios qui font peur, mais ça fait réfléchir. C'est très bonne. C'est chez Armand Collin. Hein. Chez Armand Collin. Noyade. Oui. Alors, c'est un livre. Ouais. C'est un livre qui est arrivé un peu par hasard dans mes lectures, et parce que je ne connaissais pas l'autrice, qui s'appelle Céline Spirer et qui est franco-suisse, et en fait elle a fait des études de cinéma à New York, et je trouve que ça se ressent ouais, dans le style, enfin l'écriture très efficace. Alors justement, je vais vous expliquer. En fait, Noyade, c'est un peu une sorte de thriller sans cadavre, en fait. On est dans une réunion familiale au sein d'une très bonne famille américaine de Nouvelle-Angleterre, en fait. Et donc, il y a la matriarche Elizabeth Hines et ses 4 enfants qui ont tous assez bien réussi dans la vie. Et il y a le petit Thomas qui a 2 ans et demi qui se noie dans la piscine. Et en fait, on va comprendre, parce que c'est un livre très court, hein, vous voyez, on va comprendre au fur et à mesure que Céline Spirer déroule le récit, ce qui a conduit les uns les autres à être enfermés en eux-mêmes. Pourquoi aucun adulte n'a d'abord surveillé cet enfant? Pourquoi aucun adulte ne s'est préoccupé de ce qui devenait? Parce que y en a qui sont qui viennent d'apprendre, certains personnages ressassent des douleurs d'enfance, d'autres viennent d'apprendre qu'ils étaient gravement malades. Enfin, chacun a son drame intérieur qui fait que chacun se préoccupe de soi, en gros. C'est au-delà de ça, parce qu'ils sont tous très malheureux, en fait. Ouais. Hein. C'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt qu'ils sont perclus de souffrance, et du coup, cet enfant a un accident sans que personne s'en préoccupe, et sans que personne ne pressente aussi que ça pouvait arriver. Et donc, je le recommande. C'est ciselé, mordant, percutant, et vu le pédigré de l'autrice, et puisqu'elle nous propose, je ne serais pas surprise que ça arrive à l'écran dans les prochaines années. Ah, très bien. Voilà. Avec François Morel. Non, peut-être pas. Non. Alors, le monde fabuleux de Kurt Cobain, non? Alors, Kurt Cobain, qu'est-ce qu'il a fait, Kurt Cobain? C'est le leader de quel groupe? Nirvana. On va écouter un petit peu, parce que personne ne connaît, évidemment. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Patrice? Voilà. Donc, Kurt Cobain, malheureusement, vous le savez, fait partie du club des 27. Il est décédé il y a 30 ans. Bien garni. Voilà, le club des 27, Brian Jones, Jim Morrison. Il meurt à quel âge? 27 ans, c'est ça? 27 ans, c'est le club des 27, ouais. Il est mort donc il y a 30 ans, c'est pour ça qu'on en parle. Il y a beaucoup de livres qui sortent actuellement. Il est mort début avril, donc on fête les 30 ans, on commémore les 30 ans. Et moi, le meilleur des livres, c'est celui-ci. Il a été édité chez Le Boulon. C'est une maison d'édition très sympa qui fait des livres sur le rock, principalement des livres de musique. C'est Marc Dufaux qui nous propose... C'est pas une hagiographie, c'est pas une biographie qui s'appesantirait sur les petites anecdotes, people, tout ça. On n'est pas là-dedans. On est vraiment sur la reconstitution du paysage, pas audiovisuel, mais du paysage musical de l'époque. Avec MTV qui prenait de plus en plus d'ampleur, avec le mainstream, avec les groupes. Alors il y a les groupes qui ont lancé le grunge avec Nirvana. C'est Soundgarden
Alice in Chains et Pearl Jam, qui sont les 4 groupes de Seattle, dans l'état de Washington. Nirvana vient de là-bas. Et à l'époque, c'est un peu un tremblement de terre. Ça rebat les cartes, on dit. Rebat les cartes. Et tout le paysage change. Et Kurt Cobain se retrouve un petit peu au milieu avec son envie de rester indépendant, de faire de la musique de qualité. Et ce succès qui arrive, enfin, ils font énormément de concerts. Je crois qu'il y a plus de 300 concerts en l'espace de 3 ans. Ils sont partout. Ça s'arrête un petit peu, évidemment, le 5 avril 1994 avec la mort de Kurt Cobain. Et quelque part, une époque se termine avec sa mort. Une époque où le support, par exemple, c'était la cassette. La cassette audio, on s'en rappelle tous. Voilà, mais les plus jeunes ont un petit peu de mal à Les plus jeunes d'entre nous ont un ceux qui petit ont peu. 40 ans. Eh bien, Dufaux nous rappelle un petit peu tout ça. Il nous rappelle. C'est vrai que c'est une autre époque. Le contexte, les cassettes, MTV, les gros groupes qui étaient vraiment les groupes que Nirvana détestait. Il y a la drogue aussi quand même. On en parle un peu, mais on s'apesantit pas trop sur le. C'est un ouvrage assez musical sur la musique. Et c'est absolument passionnant. Et on découvre que Nirvana avait quelque part, c'est le premier des féministes, comparé au leader d'ACDC, qui était assez misogyne, je ne sais pas s'ils le prendront mal. Il adore Iggy Pop, il nous explique pourquoi, mais il n'aime pas du tout In Excess, il nous explique pourquoi. Et en fait, on se rend compte que Kurt Cobain avait vraiment bon goût et qu'il manque, et en tout cas qu'il a marqué toute une génération. C'est un livre passionnant, et c'est au boulon, il faut soutenir les petites maisons d'édition. Très bien. Est-ce qu'on continue? Il y avait un petit livre. Alors moi voilà, j'ai un gros coup de cœur philosophique. Qu'est-ce qui peut, voilà, quand on travaille pas, quand on s'adonne pas à l'amour ou à des tâches administratives, on fait quoi? On a des passe-temps, on fait du sport. Alors il y a des sports qui coûtent très cher, on peut pas tous les faire. Il y a des sports qui demandent des compétences, ou alors faire de l'aquarelle ou de la guitare. Il faut des compétences. Il y a une activité qu'on adore tous. En fait, on le sait même pas. Manger du chocolat. Manger du chocolat, c'est pas mal. Une activité qu'on a tous pratiquée et que les enfants continuent de pratiquer et qu'on peut pratiquer adulte, c'est faire des bulles. Alors faire des bulles, ça sert à quoi? En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Ça éclate en plus. Et on crée de la beauté. C'est de l'éphémère. C'est de l'éphémère, on crée de la beauté. On a tous le souvenir d'un petit tube en plastique, du petit truc là, voilà. Et puis le tube qu'on renverse d'ailleurs sans faire exprès, et après on pleure parce que. Et puis ça goûte le long du coude. C'est une catastrophe. On a tous ce souvenir là. En fait, Pierre Zaoui. De l'éphémère. Ouais, Pierre Zaoui. Prend le départ du côté éphémère des bulles de savon, pour nous rappeler que la bulle de savon, quelque part, c'est un peu la vie humaine, quoi. À l'échelle de la planète, on en parlait tout à l'heure, on est des bulles de savon. À l'échelle de la planète, on est une étincelle, on est une espèce de truc qui va bulle éclater comme ça, un jour, qui éclate, mais qui peut être très belle. Qui peut être très belle pendant. D'ailleurs, il y a tout un concept philosophique qui s'appelait l'homo bulla, qui a été lancé dès l'Antiquité. Et beaucoup de théologiens, de philosophes ont estimé que la bulle de savon, la représentation de la bulle de savon dans l'art, c'était quelque chose de négatif. Justement, ça renvoie à la brièveté de la vie, et quelque part, si la vie est brève, quelque part, c'est peut-être qu'elle est un petit peu inutile. Et en fait, Pierre Zaoui essaye de démêler cette contradiction entre les théologiens et les philosophes qui nous disent que la vie humaine est comme une bulle de savon, ça sert à rien, finalement, c'est vain. Et le bonheur des enfants à faire des bulles de savon. On a un bonheur exquis à faire ça. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose derrière. C'est un ouvrage philosophique. Pierre Zaoui est absolument génial, parce qu'il prend des concepts compliqués. Alors là, la bulle de savon, c'est pas très compliqué. Mais il jette des ponts entre ce concept simple et des concepts philosophiques plus compliqués. Et on n'est pas du tout largué. Voilà. Et vraiment, on n'a pas besoin de compétences particulières. Et puis, il nous rappelle que c'est un loisir qui coûte rien, et finalement aujourd'hui en 2024 des choses qui coûtent pas grand chose, il y en a plus beaucoup. Et puis voilà, c'est moins cher qu'une PlayStation, j'allais dire, enfin une console de jeu, je sais même pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais quelque part ça nous fait revenir à l'essentiel. Beauté de l'éphémère. Et allez-y, faites des bulles de savon, et vraiment lisez ce livre, ça se lit en 2 heures. C'est très bien. C'est au seuil, hein, c'est au seuil, ouais, tout à fait. Et pourtant,
Je m'élève. Voilà, le deuxième livre de poche que je voulais Ouais, vous présenter. Donc, on le doit à Maya Angelou. Je ne sais pas si vous savez qui est Maya Angelou. Non, mais. Non. Vous allez nous le dire. Voilà, je suis là pour ça. Donc, c'est une compagne de lutte de Martin Luther King. Ah, d'accord. Voilà, une militante pour les droits civiques. Américaine, alors. Ouais, américaine, absolument. Et elle est morte il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Hein. Elle est morte le 28 mai 2014. Et Barack Obama lui-même lui a rendu hommage au moment de son décès. Il lui a dit « Rien ne peut obscurcir la lumière qui brille de l'intérieur ». Je trouve ça assez joli. Et cette autrice, donc, qui a le génie des titres, hein, parce que je sais pas, c'est comme l'ouvrage que vous venez de présenter, mais c'est quand même très beau. Quand même, pourtant je m'élève. Elle raconte avec une limpidité incroyable toutes ces difficultés de femmes racisées, enfin toutes les oppressions, toutes les agressions et toutes les émancipations qui ont jalonné sa vie. Et c'est très puissant. Et est-ce que vous m'autorisez à lire un court extrait? Court extrait, parce qu'après il faut qu'on. Et donc je vous lis. Du dernier livre. Voilà. Des taudis honteux de l'histoire, je m'élève, d'un passé pétri de souffrance, je m'élève, tel un océan noir bondissant immense, débordant, grossissant, je porte la marée. Et donc c'est un extrait du poème qui donne son titre, voilà, qui donne son titre à cet ouvrage. Voilà. Et qui paraît là ou En fait, il est édité chez plusieurs maisons d'édition, mais là il vient donc de sortir aux éditions Point, et la couverture est aussi. C'est une très belle série. Très belle, voilà. Tout à fait, ouais. Comme ça, oui, c'est ça. C'est très beau. Et pour terminer, Versailles intime. Voilà, parce que il faut pas oublier que avant. Si vous le présentez, vous peut-être le mettre. Changer. Ben non, il est dans le bon sens, me semble-t-il. Voilà, non, c'est bon, c'est tout bon. Oui, c'est comme ça, mais c'est tout bon, mais je peux le. Alors, qui est Dominique Havard? Alors, Dominique Havard, il a une fonction clé au château de. Il y a un petit jeu de mots. Il est responsable du protocole. Aussi, il est responsable du protocole, maître des clés et grand chambellan. Au château de Versailles. Ah oui, ça rigole pas. Ouais. Donc voilà, il a un rôle absolument. Oui, c'est formidable ce livre. Voilà, il a un rôle absolument stratégique et je tenais à le mettre en exergue parce que avant d'être un fleuron du patrimoine mondial, c'est quand même fleuron des Yvelines, hein. Rendons à César ce qui est à César. Et en fait, l'hymne de la France et du monde. Voilà, dire, hein. Mais voilà. Bon, hein, un peu de chauvinisme ne nuit pas. Et donc, il nous emmène musarder de pièce en pièce dans ce livre, et c'est le prétexte pour distiller plein de petites anecdotes sur comment on se nourrissait, qu'est-ce qu'on buvait à l'époque, comment on se coiffait, à quel jeu. Ça se passe quand sous Louis XIV il navigue entre les ères et les époques, hein, parce que justement, ce que je vous relaterai ensuite, c'est que il détaille les mœurs, en gros, du 18e et de la cour. Voilà, du 17e et du 18e siècle. Voilà, il parsème ça parce que en fait chaque pièce et chaque objet donne de l'occasion justement de délivrer ces petites anecdotes. Et le pendant de ça, le pendant moderne de ça, c'est qu'il évoque les visiteurs célèbres qui sont venus, venus à Versailles. Alors, il y a Cameron Diaz, par exemple, qui n'est venu que pour la galerie. Voilà, le cas de le dire. Il y a des glaces. Voilà, le cas de le dire. Robert Smith, qui est le leader de The Cure, qui s'est, vous voyez le. Kurt Cobain, non. Voilà, qui a une allure très gothique, mais qui a été très bon élève, très attentif et tout. Charles III, Robert Lagerfeld. Je m'en mets les pinceaux entre Robert, Karl Lagerfeld et tout. Alors ça aussi c'est fluide, enrichissant. C'est un livre absolument passionnant. Oui. Et puis il connaît mieux que personne Versailles. Voilà. Donc séché. Et donc séché, Grasset également. Très bien. Eh ben. Ouf, on a de quoi lire. Beaucoup, hein. Ouais, on a de quoi faire là. On a de quoi faire. Ouais.
Voilà, bon, je rappelle pas tous les livres, non. Non. Merci, bah écoutez, bravo, merci. Infiniment. Et puis on se retrouve bientôt pour des livres d'été peut-être. Oui, bah oui, les poches. Les poches d'été. Ça va être la saison des poches. Ouais. Ouais. Merci infiniment. À bientôt. Et à très vite pour de nouveaux conseils.